Super. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver, mesdames, ce mois-ci. Merci, Iman, d'avoir accepté notre invitation à ce book club autour de ton livre À gauche du lit. Un très, très beau livre que je vais présenter rapidement. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter Femmes et Diversité, qui est une association que j'ai créée en novembre 2019 et qui travaille sur 3 axes fondamentaux. Le premier axe, l'idée, c'est vraiment de déconstruire les stéréotypes, les clichés autour des femmes et de la diversité, en mettant en lumière la diversité des femmes et les femmes de la diversité à travers 3 outils de communication que nous produisons et réalisons. Dans un premier temps, un film documentaire qui s'intitule Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française, qui porte sur l'identité plurielle à travers les femmes, la transmission, voilà, l'identité plurielle. Le deuxième axe, c'est une collection de portraits de femmes inspirantes, de femmes qui osent œuvrer, qui osent être et faire dans des univers où on ne les attend pas nécessairement. Le troisième axe, c'est ce book club qui donne la parole aux écrivaines, aux auteurs, qui nous interrogent et qui nous inspirent sur des sujets de société. Alors, chère Iman, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Leïla. Tu es journaliste, prof de lettres et écrivaine. Tu as écrit une dizaine d'ouvrages, dont À gauche du lit, sorti en septembre 2021 et publié chez Anne Carrière. On découvre l'histoire d'amour de Farah, une jeune femme d'origine maghrébine, et Albert, un avocat français, remis en question suite à la décapitation tragique d'un prof d'histoire. Cette histoire d'amour nous permet de nous interroger sur la complexité de l'identité, la légitimité aussi, et l'assignation identitaire dans un contexte sociopolitique tendu. Alors, est-ce que c'est la décapitation de Samuel Paty qui a déclenché en toi le besoin d'écrire cet ouvrage? En tout cas, ça a déclenché un désir de mise en mouvement de l'effroi donné par cet assassinat, parce que effectivement, moi, je suis prof, je suis laïque, je suis femme, je suis arabe, et donc très attachée aux valeurs de la République. Et à ce moment-là, je me sens touchée dans toutes les parties de moi. Et il fallait que quelque chose sorte. Évidemment, je me suis toujours posé des questions sur l'islamisme, comme nous tous, mais encore plus en tant que femme ayant ses origines, ayant une culture de naissance arabo-musulmane, ayant tôt vécu et compris l'ampleur du désastre islamiste avant même qu'on en parle ici autour des faits terroristes. Mais je ne savais pas effectivement si j'avais légitimité pour écrire quelque chose là-dessus. Je ne me sens pas spécialiste en géopolitique, je ne me sens pas, voilà. J'ai pas une culture de l'histoire islamiste et terroriste, voilà, j'ai juste ma sensibilité. Mais à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, tant pis, on ne pouvait plus occuper la politique de la chaise vide, parce que plus on laissera effectivement les médias parler à la place des Arabes pacifiques, en tout cas que nous sommes, et que nous sommes nombreux à être, et nous sommes aussi nombreux à être les premières victimes de l'islamisme, plus on laissera dire à notre place ce que nous sommes sans rien dire, plus on laissera le malaise et l'air du soupçon s'installer. Donc je me suis dit que je pouvais, et que même au-delà, que je devais écrire. Et je n'avais pas pensé tout de suite au roman. J'avais commencé à écrire un témoignage que je voulais intituler Ils portent nos noms, parce que ces islamistes-là, ils ont souvent nos têtes, nos noms. Alors, qu'est-ce qui différencie physiquement, visuellement, le signifiant représenté par l'un de mes frères et celui d'un terroriste pour le grand public? Il a fallu dire effectivement qui je suis, qui nous sommes, rappeler nos histoires, et petit à petit, c'est allé vers le roman pour des raisons que j'expliquerai sans doute au cours de notre conversation. Justement, c'était ma prochaine question, c'est cette question de légitimité. Ce livre, il pose vraiment la question de la légitimité. Où se place-t-on face à ces actes terroristes en tant qu'arabe? Et je pense à Kamel, l'anecdote de Kamel qui envoie un message à Farah dans le livre, où pour lui rappeler qu'Albert, donc l'avocat Albert, doit être intraitable avec les terroristes. En page 27, il dit « Encore une fois, je suis
divisée, partagée, meurtrie. Suis-je une vendue avec Albert? On sent l'impuissance en fait de Farah qui dit ce qui me gêne dans tout ça, c'est la montée de cette sensation qu'il faut montrer patte blanche. C'est vrai qu'on a souvent cette sensation-là de devoir justifier des actes qui ne nous concernent pas en réalité, mais qui portent quelque part ce qu'on a en commun, c'est-à-dire les prénoms, le faciès, etc. Comment se défaire de cette assignation identitaire? Est-ce que, comme Salman Rushdie, tu penses que, je cite, on n'est pas obligé d'écrire au nom des siens? Oui, effectivement, c'est une citation que je reprends, qui m'a beaucoup marquée, parce qu'en fait, je pense que pendant longtemps, j'ai résisté à écrire aussi sur ces sujets, au-delà du terrorisme, sur tous les sujets touchant le monde arabo-musulman, parce que je m'étais dit, voilà, c'est pas parce que je viens de là que je suis obligée d'écrire là-dessus. Si j'ai envie d'écrire des romans qui se déroulent en Russie, je le fais, etc. D'autant que j'ai été confrontée aussi à des éditeurs qui me disaient non, écris sur ce que tu es, on a besoin de ça, etc. Aujourd'hui, on a besoin. Et finalement, petit à petit, la nécessité fait que si on est obligé d'écrire sur les siens, quand les siens sont muselés, que ce soit réellement muselés de l'endroit où ils viennent, que ce soit muselés parce qu'ils n'ont pas accès à la parole publique, ou bien muselés par les clichés qu'on leur envoie, quoi qu'ils fassent. Et aujourd'hui, je suis confrontée à, enfin, j'entends partout des signaux de détresse autour de moi, de gens qui se disent, quoi qu'on fasse, de toute façon, on est soupçonné, on est... il suffit qu'on fasse le ramadan pour qu'on se dise, ça y est, c'est une personne qui... le glissement est aujourd'hui très, très dangereux parce que la simplification aujourd'hui est une facilité à laquelle la plupart des gens cèdent. Bien sûr, on pourra dire les réseaux publics, etc., mais c'est facilité par ça. Mais pas seulement. Il y a un rétrécissement, je trouve, cérébral assez effrayant et humain d'ailleurs. On le ressent, on devient de plus en plus on communique sur les faits gravissimes, plus on semble hermétique à l'idée de la nuance. Tu avais une question? Si je peux me permettre, moi je vais, voilà une remarque par rapport à ce que vous dites, Imen, en effet, surtout vu le contexte actuel des futures présidentielles et de beaucoup de discours qui se cristallisent autour de ça. Et on n'est pas dans le bon débat, en fait. Et aujourd'hui, voilà, plusieurs candidats surfent sur ce que vous venez de mentionner, voilà, d'amalgame et compagnie, et qui viennent encore plus renforcer ce rétrécissement, en fait, voilà, de réflexion, et on en perd justement comment dire, les vraies questions de qu'est-ce qui nous amène à de l'islamisme et du djihadisme, et on s'écarte vraiment du sujet de fond, en fait, dans le débat public. Et comme vous dites, ne pas en parler, c'est laisser la place à d'autres d'en parler, mais d'une manière erronée, extrémiste. Donc, il y a aussi la question de... je parle aussi pour prendre la place à prendre pour justement venir aussi contrer, compléter voilà, ce qui est dit. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui, la prise. Enfin, il faut qu'on prenne conscience de ça, c'est qu'on a le droit de parler justement. Il faut occuper cette place, en fait, cet espace public, il faut l'occuper. Sinon, d'autres vont le faire et pas peut-être dans le bon sens. Et même oui, parce qu'en plus, c'est affligeant parce qu'on peut se dire les bras m'en tombent qu'on en soit toujours aujourd'hui. Moi, là, j'ai de la chance, je vis dans une vie privilégiée, etc. Mais mon fils me rapporte de ce qu'il entend à la cour de récré les mêmes questions et les mêmes angoisses que celles que je me posais à son âge. C'est-à-dire qu'on avait peur de Le Pen et ils ont peur. Et il me dit, maman, est-ce qu'on sera obligé d'aller en Tunisie, si tant est que la Tunisie peut de nous d'ailleurs, si la dame blonde ou Zemmouri gagne aux élections? Et ça, qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans pour qu'on tout régresse comme ça? Et bon, je fais un saut vers Kaboul, l'Afghanistan, etc. On en est encore à nouveau à retirer les filles de l'école. Et pas bon, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin d'ailleurs. On peut aller dans certains villages du Maghreb et se poser aussi des questions. Mais pourquoi est-ce que, comme ça, en 40 ans, tout est cyclique, mais dans le mauvais terme.
qu'est-ce que nous n'avons pas fait aussi, nous, issus de l'immigration, sans doute trop occupés à se tailler une place et oubliant peut-être une partie, alors pas tout le monde, mais une partie du combat à mener. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire? Je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas, comment dire, de solution, mais je sais qu'aujourd'hui, il faut parler, il faut dire non. Parce qu'on se retrouve effectivement avec des hommes politiques qui sont avec leurs effets à grosses ficelles, qui s'attachent à des trucs, le voile, le halal, des choses qui sont complètement, qui n'ont rien à voir avec déjà le spirituel, ni l'intérieur des gens, bon ou mauvais, mais qui fonctionnent en fait, qui fonctionnent. Ils agitent des épouvantails qui fonctionnent. Le grand remplacement. Tout ça, c'est des grosses ficelles qui fonctionnent. Alors, c'est à se demander avec qui nous vivons, qui nous entoure au quotidien pour que ça fonctionne comme ça. Mais une chose est sûre, quand, en tant qu'adulte, en tant que parent, lorsqu'on est interpellé par nos enfants qui ont cette peur, qui naissent, qui vivent dans cette peur de craindre le pire pour eux-mêmes, c'est là que le bas blesse. D'ailleurs, il y a un terme que j'ai trouvé qui m'a un peu touchée, c'est le terme maronte. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Oui, parce qu'effectivement, à 2 jours de l'assassinat de Samuel Paty, bon, alors il faut savoir que nous, Arabes de France, dès qu'il y a un attentat, on tremble du nom. Effectivement, c'est pour ça que si je voulais écrire, il porte nos noms. De quelle origine sera-t-il? C'est vrai qu'à un moment, je suis sûre qu'il y en avait un qui s'appelait Ben Salah. Je me dis, oula, ça se rapproche cruellement. Mais donc, voilà. Et mon fils me dit, effectivement, maman, j'aimerais bien que tu sois à moi maronte, donc entre marron et honte. Et ça a aussi été un gros déclencheur pour que j'écrive. Je me dis, bon, si je dois mourir demain, dans le livre que j'écris, à gauche du livre, il y aura une partie de l'histoire de sa maman, de sa mère, de sa grand-mère, parce qu'il y a beaucoup cette histoire de femmes dans ce livre qui ont eu des destins différents. Et je voulais qu'il sache d'où il vient et qu'il n'ait pas honte que sa maman soit ma honte, même si il est blond par hasard. Mais voilà, c'était assez... Je trouvais ça horrible qu'on en soit là, en fait. Je ne sais pas, c'est au-delà. C'est au-delà de l'indignation, c'est pratiquement de l'étonnement. De se dire que, ok, nous on est arrivés, on était peut-être des enfants de blédards, voilà, nos parents savaient ni lire ni écrire, etc. Mais que cet enfant aujourd'hui voilà, qui est visuellement, on va dire pareil, parce que nous on était un peu dépareillés, justement, surveillant pareil. On était habillés avec ce que nos parents pouvaient nous mettre, on avait souvent des choses de pauvres, etc. Mais que lui, dans son apparence, dans son éducation, etc., pareil aux autres, est intégré qu'il fallait tout de même changer quelque chose de son intégrité, son identité, à travers effectivement ce que lui reflétait cette maman qui était à la maison d'une couleur qui peut-être rappelait quelque chose de négatif. Donc, il y a cette notion de la valeur qu'on a, de la légitimité à être à sa place aussi, Oui. à cette société. Donc, ça pose de vraies questions identitaires. Est-ce que vous avez une question, Sophia? On l'entend plus, je crois. On n'entend plus. Avec tes écouteurs, je pense. Oui. Bon. Alors, moi, il faut savoir, quand j'ai commencé à le lire, j'étais en train de préparer avec une association à Vénissieux, dont je fais partie, qui s'appelle Mémoire et Réconciliation. On était en train de préparer la commémoration des 60 ans de l'indépendance algérienne, donc qui était le 19 mars, donc la semaine dernière. Et alors, j'étais en plein dans ta lecture quand j'ai assisté aux commémorations, notamment j'ai participé à des témoignages d'anciens combattants de la FNACA sur la ville où j'habite. Et alors, on était abordé plusieurs sujets. C'était très, très violent d'ailleurs parce qu'il y a énormément de douleurs
Et on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc, quand tu parlais tout à l'heure de ces idées, notamment de grands remplacements, c'est des choses aussi qui ont été abordées. Là, pour le coup, ce n'était pas pendant les témoignages des anciens combattants, mais plus dans la projection d'un film qui s'appelle Résistante. Je sais pas si tu m'en avais parlé, Leïla, le film Résistante. Je me souviens plus du nom, oh, punaise, de la dame qui l'a fait. Enfin bref, ça va me revenir, peu importe. En tout cas, la question du grand remplacement, enfin du remplacement existait déjà à l'époque coloniale. Pour parler de l'Algérie, il y avait 1 million de Français métropolitains, de Français blancs, on va dire, en Algérie, et il y avait 8 millions de musulmans en Algérie. Ils les appelaient les musulmans, ils les appelaient pas les Algériens, ils appelaient pas les Franco-Algériens, ils les appelaient les musulmans. C'est comme ça qu'ils étaient appelés. Et donc, dans cette période de guerre, il y avait cette question de remplacement, puisque de toute façon, par évidence, on était plus nombreux, donc forcément, il y avait cette question-là qui les inquiétait. Donc, la question, les mots de Zemmour aujourd'hui, ce sont des propos qui étaient tenus par des colonialistes de l'OAS à l'époque de l'Algérie, notamment. Et ce glissement, ce qui se passe aujourd'hui, on peut se demander, alors ça c'est une question que je te pose, Imane, mais que je pose aussi à toutes les filles qui sont autour de cette table virtuelle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas terminé dans ces guerres coloniales, parce que pour le coup, ça concerne tout le Maghreb, hein, parce que le Maroc et la Tunisie, même en tant que protectorat, voilà, il y avait quand même une situation où on était très enclavé, très divisé. Il y avait une apartheid claire entre les musulmans et les Français qui vivaient bien, on va dire, qui étaient scolarisés, alors que nos ancêtres ne l'étaient pas spécialement. Ils n'avaient pas de droits citoyens, pas de droits civiques comme les autres. Donc, il y a eu ces guerres. En tout cas, il y a eu la guerre en Algérie. Je ne vais pas parler pour le Maroc et la Tunisie, ce que je connais moins. Mais pour l'Algérie, il y a eu une vraie guerre, mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, il y a comme un Une sorte de flashback. ressentiment, ouais, voilà, un ressentiment de l'époque même de Vichy, voilà, qui est en train de revenir aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. Et je pense que là, pour le coup, c'est à nous de reprendre en main aussi, d'arrêter de s'excuser d'être ce qu'on est. Et voilà, et puis de prendre place dans la société dans laquelle on vit et d'arrêter de s'excuser. Voilà, Ouais, je vais rebondir sur arrêter de s'excuser parce que j'en parlais avec ma copine justement Nadia Hatoubi Safsaf que vous avez reçue. Nos mères s'excusent tout le temps. Et on a gardé ça aujourd'hui, elle et moi. C'est-à-dire que même si quelqu'un nous cogne dans la rue, le réflexe va dire pardon, ça m'émeut, donc on va dire pardon. Voilà. Quelqu'un nous marche sur les pieds, le réflexe comme ça, infusé de mère en fille, va être de dire pardon, quoi. C'est quitte à créer l'étonnement de la personne en face, mais parce que c'est un réflexe, c'est pas réfléchi. Mais ce réflexe-là, il vient bien de quelque part. Donc, arrêter de s'excuser, c'est tout ça au quotidien. C'est arrêter de courber les chines, comme ont dû le faire nos parents, sans doute. Ce qui n'est pas réglé de tous les drames de l'histoire, qu'on reparte la Seconde Guerre mondiale, pour toutes les personnes qui ont participé. On parle des enfants de tirailleurs, on parle effectivement après la guerre d'Algérie, la douleur de la Shoah pour les Juifs, etc. Tout ça aujourd'hui est encore là, effectivement. Il y a peut-être parfois des apaisements personnels, mais il n'y a pas de réconciliation d'acceptation, peut-être d'aller vers l'avant, et parce que le traumatisme, il se transmet. Je reprenais cette anecdote de ces mères qui s'excusent et qui transmettent ça à leur fille, mais le traumatisme, il se transmet aussi. Je veux dire, je reviens sur le fait que je ne suis pas du tout, comment dire, à même de savoir répondre à ces questions-là. Je n'ai que ma sensibilité d'auteur, de femme. Mais ce traumatisme-là va,
pour moi durer. Alors, effectivement, il faudrait, comment faire? Effectivement, table rase, tant que des personnes sont survivantes avec leur douleur et qu'on a vu cette douleur et qu'on continue à voir et qu'elle pèse sur nos épaules. Souvent, dans la fin de vie de nos parents, on sent ce qui a pesé, encore plus qu'au cours de leur vie. Et c'est des vies qui finissent souvent mal, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est des vies qui finissent mal. Et un petit clin d'œil parce que je devais être à la foire du livre d'Alger aujourd'hui. Je vous aurais parlé d'Alger si les choses s'étaient bien faites, mais j'ai eu un problème de papier, encore une fois, parce qu'on en est toujours là. Et j'ai pas de papier tunisien depuis toujours, alors que je suis donc officiellement binationale comme tous les Tunisiens. Et j'ai fait la demande pour la première fois cette année pour récupérer l'héritage de mon père sur l'île de Djerba, ce qui est toujours quelque chose de difficile parce que on se rend compte aussi en allant demander ses papiers à un consulat tunisien qu'on n'est pas bien traité. Je veux dire, je me suis retrouvée avec un fonctionnaire digne des grands temps du dictateur Ben Ali qui me tordait les doigts exprès. Je dis bien exprès parce que je n'étais pas la première en prenant mes empreintes digitales, ce qui est toujours douloureux. Et plein de choses comme ça. Mais je m'étais dit, au moins, si j'avais mes papiers tunisiens, je n'aurais pas eu besoin de visa pour l'Algérie, ce qui aurait simplifié les choses. Mais bref, on est toujours perdu, en fait, que ce soit dans les papiers, dans les mots, dans la place. Il y a une bancalité qui perdure, qui est amenée à perdurer, je pense, encore longtemps. Mais qu'est-ce qu'il faut pour retrouver un apaisement? Je ne sais pas si vous avez des idées. J'aimerais juste rebondir avant de donner la parole à Ménel, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Un commentaire sur la page Facebook. On n'a pas notre place dans nos pays respectifs de l'immigration, donc ça pose la question de la place. Où est-ce qu'on se situe lorsqu'on est binational? Le fait d'avoir la double nationalité. Comme les joueurs de football, on les appelle les binationaux au lieu d'être algériens comme tout le monde. Et ça, c'est vrai que le fait d'appartenir à deux, ça fait qu'on n'est ni là, ni là-bas. Et c'est justement cette quête-là, cette quête de l'identité, qui est un vrai processus en fait d'interrogation intime avant tout, avant d'aller se plonger dans les études sociologiques ou politiques. C'est d'abord soi avec soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où il est difficile, mais possible, de faire qu'une double culture soit vraiment double dans le sens enrichissant et non divisant du terme. Et ça peut mettre une vie, parce que avoir, comme on dit, le cul entre deux chaises, ça, c'est notre position habituelle. On peut en faire une richesse, on peut devenir artiste, on peut faire du business pour certains, etc. Mais la plupart du temps, c'est compliqué parce qu'on est dans ce trait d'union de franco-maghrébin. Le trait d'union n'est pas souvent acté, quoi. C'est souvent il tombe à l'eau, quoi. Il tombe au milieu de la mer. C'est comme ça, il faudra faire avec. Mais effectivement, que nous allions en Tunisie, nous ne sommes pas considérés comme complètement tunisiens. Que nous soyons en France, nous ne sommes pas considérés comme complètement français. Et je disais que cette question amusante quand j'allais en Tunisie, qui était peut-être incongrue pour quelqu'un de France, c'était toujours tu préfères ta maman ou ton papa. Et c'était la même question qui se pose avec la nationalité. Tu préfères la France ou la Tunisie? C'était la deuxième question d'ailleurs qui posait, tu préfères la France ou la Tunisie? Et en même temps, je trouve que cette double culture, parfois, elle enrichit immédiatement. Comme je raconte un peu dans le livre, quand on voit un abricot, on a un référentiel d'abricot odorant trop mûr des marchés tunisois et on a en même temps le référentiel de l'abricot du Roussillon et puis l'abricot dans une nature morte, etc. On a multiplié comme ça nos visions. Mais c'est aussi, ça peut être un trop-plein aveuglant assez vite en fait. Aussi, parce qu'on ne sait plus que faire. C'est des questions d'identité. Tout le monde parle de ces fameux interrogatoires à l'aéroport. Les franco-maghrébins, je ne sais pas si c'est la même chose pour ceux qui viennent d'Algérie ou du Maroc, mais en tout cas en Tunisie, ça a toujours été le passage à la douane n'a jamais été naturel ou presque. Il a toujours fallu répondre de soi, de ses parents.
Ménel, tu veux prendre la parole? Ah oui, je veux bien rajouter à ce que dit Imen. C'est, comme tu dis, Leïla, on ne sait pas, voilà, franco-maghrébin, là ou là. Moi, j'ai envie de dire, peut-être aussi, il faut commencer à se dire, en fait, je suis partout. Je suis tout. Voilà, je suis maghrébin, maghrébine, je suis française, je suis. Et pas une composition, c'est peut-être aussi commencer à accepter, ça fait partie aussi d'arrêter de s'excuser, etc. C'est accepter que je suis tout et c'est OK. Et le porter, voilà, parce que c'est en effet, ça peut être une richesse. Malheureusement, la société fait que, ou dans nos pays d'origine, entre guillemets, font que, on est là à se dire, c'est ça ou ça. C'est pas où, c'est le et magique, comme on dit. Je suis ça et je suis un tout. Et je suis un tout. Voilà, je suis un tout. Il n'y a pas un bout. Je ne suis pas faite de petits bouts. C'est tout mélangé. C'est tout. Voilà, je suis. Moi, aujourd'hui, parce que je me posais aussi beaucoup ces questions-là, je me faisais ces réflexions-là, mais aujourd'hui, plus j'avance en âge et plus je me renseigne sur les sujets. Voilà. Et c'est vrai, je me dis, voilà, faut déjà être dans sa tête, dans cette démarche. Je suis un tout. Je ne suis pas un bout de ça, un bout de. Non, je suis faite de tout ça, en fait. Et de le porter comme ça. Oui, Moi, mais ça, c'est, comme je sur, disais, en parlant de cette ère de simplification à outrance, admettons qu'avec une certaine ouverture intégrée, on peut se dire ça, mais on se retrouve dans une société qui a besoin de vous placer quelque part. J'avais écrit un billet d'humeur un petit peu pour le Huffington Post, mais quel type d'arabe je suis. C'est vrai, en fait, chaque matin, on se réveille, on se dit quelle étiquette d'arabe aujourd'hui on va me mettre en fonction de qui je vais rencontrer, etc. Quoi. Je me souviens, mon premier éditeur qui avait beaucoup d'humour, mais quand même, il me dit, vous êtes plutôt arabe fille d'ambassadeur ou arabe fille de femme de ménage, en fait. Et tout est toujours un peu comme ça, quoi. Après, c'est ce que je dis, c'est là où la société, voilà, nous ramène, ou dans les pays d'origine, quand on y retourne, on nous dit, on nous fait bien sentir que voilà, on n'a pas forcément toute notre place. Et pour en revenir justement à tout ce qui était colonialisme, post-colonialisme, etc., c'est vrai que moi, en ce moment, il y a aussi un peu, voilà, dans l'espace public, un peu cette démarche aussi, je trouve, avec le rapport que Macron, justement, là, je suis en train de lire le livre de Benjamin Stora, justement, je l'ai commencé suite au rapport qu'il a remis au président autour du colonialisme en Algérie notamment. Et il y a eu ces derniers temps pas mal sur Arte, sur France 2, des grandes... voilà, autour de la guerre d'Algérie, les choses se disent avec les témoignages d'Algériens, voilà, d'anciens combattants, de femmes, de résistants et résistantes, voilà, de pieds noirs. Et toutes ces histoires, elles se font désormais entendre, quoi. Il y a cette volonté, après mitigée, on va dire, assez tiède, mais voilà, je veux dire, en ce moment, voilà, il y a quand même autour de ça. Moi, je pense que ça nous permet aussi à nous, enfants post-colonialisme, je ne dis pas de l'immigration, parce que ça ne s'arrête pas là. Moi, mon grand-père, il est arrivé en France dû à la colonie, parce que l'Algérie, c'est un département français. Voilà. Et donc, il est arrivé comme moi, je peux aller en Corse ou je peux aller en Bretagne. C'était le même principe. Donc, on ne vient pas de l'immigration, voilà, c'est du post-colonialisme. Et c'est vrai que nous, ça nous permet aussi de nous emparer de cette histoire, parce que dans les familles, c'est souvent des sujets qui sont peut-être douloureux. Quand on a en plus encore l'occasion d'avoir un grand-père ou une grand-mère qui puisse nous raconter tout ça, mais pour beaucoup, ce n'est pas forcément le cas, et il y a beaucoup de choses qui sont tues parce que trop douloureux, parce que, voilà, ou quand on nous l'évoque, bon, nous, ça ne nous parle pas trop. Moi, on m'a raconté 2-3 histoires, mais c'est en grandissant que je comprenais l'ampleur de la chose, en fait. Et je pense que ça aussi, ça permet aussi de mettre des mots sur les mots, de commencer en tout cas. Raconter, témoigner. Et par la télé, je trouve que c'est un média qui est très populaire. Donc, voilà, il y a quand même des choses qui se font, mais en effet, je pense encore une fois qu'il faut s'emparer de tout ça et qu'il faut, comme vous dites encore une fois, c'est reconnaître tout ça et parler de tout ça et ne plus s'excuser et malgré ce qu'on nous envoie encore plus aujourd'hui, encore une fois, avec ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se cristallise autour de l'islam.
et tous ces voilà tous C'est ça. Et moi, je m'inquiète pour nos enfants parce que en fait, je pense que leur rapport avec la réalité du monde arabe s'éloigne et qu'ils n'en ont effectivement que la partie triste et la partie belle. Comment peuvent-ils être fiers de ce qu'ils sont, sinon pas l'historique, je ne sais pas, l'Égypte des années 60, l'Algérie des écrivains, toutes ces beautés, toutes ces belles terres, toutes ces belles histoires, tous ces contes, toutes ces coutumes qui ont chacune aussi une histoire. Il y a plus, en fait, il y a de moins en moins. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait au moins ces 2 mois d'été au bled, etc. Ça, il y a de moins en moins, et donc ils n'ont pas de lien positif. De moins en moins, j'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, si je fais des généralités, mais avec ce qu'il y a de beau qui coule dans leur sang. On l'a évoqué, Leïla, Sophia, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du dernier book club, justement, sur l'histoire de la transmission. Qu'est-ce que, voilà, si je ne suis pas amenée justement à rentrer en Algérie, au Maroc, c'est comment je transmets ces belles choses et comment je transmets tout ça. Et ça a été un sujet, une discussion très riche, parce que la question se posait justement nos enfants qui n'ont pas peut-être moins l'occasion que nous d'avoir ces souvenirs, d'avoir ce vécu en Algérie ou dans d'autres pays du Maghreb, et comment je transmets ça, ou même d'autres pays arabes, parce que là pour le et la langue même, parce que notre langue d'origine, elle se perd avec chaque génération, grosse déperdition de langue. Et pourtant, on assiste quand même à une montée d'un activisme culturel de cette population, on va dire maghrébine, qui monte des maisons d'édition, qui fait des films. Oui, dans les arts, dans les politiques. Je ne sais pas si vous avez vu Sauce algérienne, ce genre de podcast. Voilà, donc c'est foisonnant, c'est en train d'être… Et je pense qu'il y a cette notion de recréer un lien avec notre réalité française, malgré tout. C'est-à-dire bien sûr. Comme nous l'avons vécu, le lien qui était un peu une obligation, un peu un pèlerinage annuel pour être en lien avec la famille, avec la mémoire. Mais aujourd'hui, avec tout l'ennui que ça comportait parfois. Regarder les schtroumpfs en arabe, ça avait des limites, je me souviens. Il y a autre chose dans ton livre, pour revenir à ton livre, il y a aussi cette notion de légitimité avec lequel Farah flirte beaucoup, le fait de ne pas appartenir à la même classe sociale que son compagnon. Est-ce que c'est justement ce sentiment d'être un petit peu déphasé par rapport à Albert qui pousse Farah à faire des petits larcins? Alors, tu écris, donc Farah parle et elle dit « J'aimerais bien lui dire que je vole et que s'il veut, il peut déduire de moi que les Arabes sont tous des voleurs, mais que pour le terrorisme, il ne tirera rien de moi qui l'arrange. » Alors oui, ça m'a fait… effectivement, parce que… Pardon, je ne t'entendais plus. Oui, je t'entends plus, je ne sais pas. Tu as dit quelque chose. Là, c'est bon. Oui, parce que, pardon, je parlais de cette espèce de glissement sémantique. Les Arabes sont des voleurs, on passait à les Arabes sont des terroristes. On va dire, ça fait partie des attributs ajoutés négatifs. Et effectivement, Farah est ce qu'on appelle transfuge de classe. Elle a eu la chance d'aller dans les grandes écoles, les beaux quartiers, etc., tout en ayant une enfance pauvre et misérable, etc. Ce qui lui a demandé d'être très, très maligne. Et effectivement, ça a pu prendre aussi… comme ça, ce côté petit larcin, ou plus ou moins petit larcin. Mais il lui a fallu, effectivement, trouver les robes pour être dans certains univers. Il lui a fallu, et elle le met sur le plan de la débrouille avec un grand D, qui est effectivement issu de ce que ses parents lui ont donné. Alors, pas le sens du vol, bien sûr, mais le sens de la débrouille. Parce que ça, quand on vient du fin fond des terres, des villages de Tunisie, et qu'on se retrouve
comme ça, entassés dans une ville froide, dans un Paris froid, à devoir chaque jour trouver des choses, comment manger, comment élever ses enfants, etc. Il en faut du système D, et donc Farah, son système D. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose de symbolique sur comment voler la place qu'on ne lui donne pas complètement, finalement, même auprès de cet homme. Petite revanche. Sophia est de retour. J'avais une petite question, si je peux, Leïla. Oui, bien sûr. C'était, peut-être après, je ne sais pas, ça va, je pars peut-être déjà un peu loin, c'est au niveau du livre, justement. Moi, j'ai été, Imen, vous dites, vous n'êtes pas spécialisée en géopolitique, etc., mais j'ai trouvé le livre très riche, en fait. Je suis beaucoup documentée. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander au niveau des sources, etc., parce que c'était vraiment, voilà, il y avait un moment fiction, un moment réalité, enfin, c'était très, et dans les moments réalité, enfin, c'était vraiment très poussé au niveau des informations, très poussé au niveau des éléments, et je voulais vous demander justement quelle a été, voilà, la masse de travail au niveau de la documentation, des sources, etc. C'était cauchemardesque, bien sûr, comme toute personne vous le dira qui écrit un livre, voilà, de toute façon, surtout dans un délai très court, parce qu'il a obéi à une urgence interne, et donc j'en ai, voilà, pas revenir là-dessus, mais voilà, ça fait partie du genre de livre pour lequel on ne dort pas, on ne vit pas, on mange sur son ordinateur pendant que le petit dit bon, quand est-ce que je te reverrai, maman? C'est pas grave. Donc, passons. Il y a ça, et il y a le fait que toutes ces questions-là de terrorisme, islamisme, etc., si moi, je n'étais pas spécialiste, j'ai été quand même très entourée de spécialistes, y compris par mon ex-conjoint qui était un homme politique qui est de renom, dont je ne peux dire le nom, n'est-ce pas, mais qui était complètement impliqué dans le comment dire, dans la défense du droit des musulmans et de l'état de droit en général. Et donc, ces questions-là étaient soulevées dans l'intime tout le temps. Mais au-delà de ça, j'ai toujours été entourée de journalistes, d'écrivains. Je pense à David Dinota qui a publié, j'ai un trou de mémoire, après Samuel Paty aussi, il a publié un livre qu'il a écrit en même temps que moi. J'ai assassiné un chien de l'enfer, enfin je ne sais plus, il reprenait le mot du terroriste qui avait assassiné Samuel Paty. De documentaristes comme Michael Trazan, qui s'est toujours intéressé effectivement au terrorisme, quel qu'il soit. Japonais, les brigades rouges, etc. De journalistes, effectivement, Nadia de Corée de l'Atlas, qui m'a beaucoup aidée aussi dans la documentation. Vraiment, j'ai un entourage qui est très, très, pour le coup, beaucoup plus politisé que moi et beaucoup plus engagé que moi en général. Et je me suis beaucoup documentée de mon côté aussi. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu le livre sur la nuance de Jean Birnbaum. J'ai lu beaucoup de livres aussi en même temps sur le sujet, parce que je m'étais dit, sur un sujet pareil, il ne faut vraiment pas dire de bêtises, parce que tout peut déborder aussi. Mais on sent quand même dans l'écriture qu'il y a une urgence. On sent qu'il y a un souffle qui est saccadé. Ça va vite. Oui. Ça va vite, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie des livres qui sont rares dans la vie d'un écrivain. On a l'impression qu'on se réveille à 4h du matin, on est au bout de sa vie, on se dit comment je vais faire, comme quand on vient d'avoir un nouveau-né. Et tout ça, on se met dans l'ordinateur et ça vient, en fait. Ce que Platon appelait être entre les mains du Dieu créateur, enthousiaste, entheomenos, ça vient de là et ça coule, en fait. Donc ça, c'était... et il fallait. Alors, il fallait sortir aussi cette histoire d'amour, parce que je pense que le plus important dans ce livre, c'est le terrorisme est traité à travers l'histoire d'amour, parce que l'amour est aussi une terreur pour les personnes qui le vivent. Hein. Alors, c'est pas celui qui, bien sûr, fait éclater les membres extérieurs, mais qu'est-ce qui fait éclater l'intérieur? C'est cet amour-là. Et donc, il fallait aussi que je mette en mots et en mouvement cet effroi aussi de la rupture que je vivais, en même temps qu'il y avait eu cet assassinat de Samuel Paty, et en même temps que me remontaient aussi tous ces discours sur le terrorisme que j'avais eu avec la personne dont je m'étais séparée. Et on plonge
encore une fois, un peu plus tard dans le livre, on plonge véritablement dans la vie intime de Farah, lorsqu'elle retourne dans sa terre natale, lorsqu'elle va aller revisiter cette mémoire avec Albert, et on découvre qu'elle a été violentée dans son intimité. Elle a subi un viol par son oncle, et elle ne va pas pouvoir le dire à Albert, mais elle va le lui écrire, comme une mise à distance ou une manière plus... L'écriture permet toujours ça. Sous d'art, on n'a rien vécu, tout est littérature. L'écriture permet toujours ça. Et effectivement, je pense qu'on parlait effectivement de cette idée que quand nous allions dans nos pays d'origine, nous n'étions pas tout à fait considérés le plus souvent comme des enfants de ce pays. Donc à partir de là, nous devions pas ce qu'on appelle exactement des intouchables, mais le contraire des touchables. Nous étions finalement des venus de l'extérieur. J'en ai parlé avec un nombre de filles. Les attouchements et les viols ont été, comment dire, je dirais pas monnaie courante, mais devise courante, si je devrais faire un jeu de mots sur cette histoire entre pays. Effectivement, c'est comme si soudain, étant allés en Occident, nous revenions chargés d'une liberté, ou en tout cas d'un désir vu de l'Occident comme celui d'une grande liberté sexuelle, y compris à en oublier que nous étions enfants, y compris... et donc ces expériences d'attouchement, voire de viol, par permissivité, c'est quelque chose qui existait, en tout cas quand moi j'étais enfant, qui était plus simple à exercer sur des enfants revenus de l'étranger que sur ceux de la famille. Ça ne veut pas dire que l'inceste intrafamilial, etc., sur place n'existe pas comme ailleurs, mais il y avait cette permissivité donnée par l'impureté pour un esprit malade projeté sur cet enfant revenu de l'autre côté, au milieu de ce que lui considérait comme les esprits malades. Un esprit malade pourtant qui se cache derrière sa religiosité, derrière... Oui, et là, effectivement, on retrouve le fameux Tartuffe qui existe dans chaque religion, mais aussi dans chaque famille. Et le Tartuffe islamiste, bon, ça c'est le sujet de tout un livre, mais il en existe un dans chaque famille, bien sûr. Un homme très charismatique, tel qu'il est, tel qu'il... que tout le monde écoute, que tout le monde suit, et qui en réalité est le pire des pervers. Ce ne sera que plus un dans le monde, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux et à démasquer. Je continue. Encore moi. Votre livre questionne beaucoup, en fait. Moi, il questionne, voilà, vous avez évoqué justement tout ça, c'est la justice pour tous. Voilà, il travaille beaucoup, moi je trouve que ça fait travailler beaucoup sur cette question-là. C'est encore une fois, tout homme a droit à un procès. Et voilà, et elle aborde le sujet aussi, Farah, et par rapport justement à ses amis qui s'éloignent d'elle, ou dans des parties du livre où elle sent qu'autour d'elle, le fait d'être avec Albert la condamne aussi, puisque voilà, il défend des criminels qui justement en plus font du mal à tous les musulmans du monde. Et ça peut être comme ça vient soulever le sujet des criminels pédophiles, etc., où on a presque envie de dire la peine de mort de toute façon, mais non, il y a justice pour tous, et ça vient vraiment questionner là-dessus par rapport à cet engagement d'Albert, coûte que coûte, à défendre ces hommes, principalement les hommes, bien sûr. Donc, il y a ça aussi qui vient à chaque fois questionner. Il défend aussi une femme, une poseuse de bombes, inspirée de Jamila Boupacha, qui avait effectivement posé des bombes bien longtemps plus tôt, ce qui était devenu que Picasso avait portraituré, etc. Donc, Farah, d'ailleurs, le soupçonne d'être un peu amoureux d'elle. Il lui dit qu'il aurait sans doute aimé qu'elle soit la terroriste derrière les barreaux, parce qu'elle ne va pas aussi loin, elle n'est pas aussi peut-être arabe et musulmane qu'Albert le souhaiterait, en fait.
Donc, effectivement, c'est toute une culture du droit que l'on doit tous savoir, finalement, que l'on n'a pas forcément, que je n'avais pas moi-même. Pour comprendre un peu plus, alors moi, je ne veux pas dire que j'étais pour la peine de mort, etc., mais on a souvent des réactions épidermiques face aux personnes qui nous semblent les plus monstrueuses de l'humanité. Or, l'avocat, son travail, c'est d'expliquer en quoi il reste humain et en quoi son acte a été motivé par une série de choses. Ça ne veut pas dire pardonner, même si, bon, pardon, ça va dire c'est plus une question qui renvoie à d'autres concepts, mais ça veut dire retrouver l'humain en lui. Et c'est encore plus nécessaire dans une société qui éclate. Je pense à un avocat, par exemple, François Zimré, qui a échappé à la mort les attentats de Copenhague en 2015 et qui s'est mis aussi qui a défendu des terroristes, par exemple. Ensuite, tout le monde lui pose la question, voilà, vous êtes victime de terrorisme et vous défendez les terroristes, pourquoi? Et lui, il répond tout simplement, je défends le droit que la justice règne sur le chaos. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus nos réactions vont être épidermiques et sanguines, plus nous reculerons et nous participerons au chaos. Et la question s'est posée pour les procès du Bataclan, qui sont les avocats qui défendent ces terroristes. Et je dirais que ce sont des avocats très courageux. Absolument. Très bien. Et pourtant la vie de Farah vacille au moment où, disons que ça repose la question de son couple, de son lien à Albert, qui va défendre justement Effectivement, Albert, à un moment, va défendre un terroriste, un islamiste, pardon, terroriste. Voilà, attention au raccourci. Un islamiste accusé de viol, qui pourrait faire penser à une personne que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Mais Farah lui dit non, quelque part, tu ne vas pas rapporter cet homme dans notre lit parce que Albert est dans un engagement tel que de toute façon, tout ce qu'il vit vibre autour de lui. Et puis, il est très médiatisé, donc on va en parler, etc. Et ça ferait comme si tu ramenais cet oncle, en fait, ici. Et lui, il lui dit oui, mais cet homme-là doit être défendu de la même façon que Depardieu quand il est accusé, etc. Il ne doit pas être défendu autrement parce qu'il y a derrière l'islam. Parce que sinon, on entre dans l'injustice. Et si on entre dans l'injustice avec cet homme, petit à petit, ça va envahir les autres sphères. Dès que le mot islam sera là derrière, on regardera plus la même personne en face de nous. Et Farah elle-même sera confrontée à un incident, puisqu'elle est professeure de lettres, et un de ses élèves, Youssef, va déborder. Parce qu'il a décidé d'être djihadiste, etc., parce qu'il vit dans un lycée où il y a une forte communauté musulmane et où des journalistes viennent voir qui sont ces enfants et est-ce que là-dedans, on trouverait des djihadistes. Et donc, elle a un très, très bon élève, Youssef, qui va être pris dans une filière d'excellence, etc., mais qui sabote son avenir en faisant comme ça un signe d'étranglement avec sa chaîne. Et les journalistes, évidemment, ne loupent pas cette photo. Et les bras tombent à Farah parce que là, elle va avoir besoin de quelqu'un comme Albert pour éviter que cet enfant ne commette un attentat suicide envers sa propre personne, en réalité. Parce que Youssef, lui, est désespéré, puisque pour lui, il se dit que si de toute façon on vient voir des élèves comme ça pour voir lequel d'entre eux est louche, quel avenir j'ai. Moi, en France, de toute façon, filière d'excellence ou pas, ce n'est pas la peine. Autant finir tout de suite à 17 ans. Et effectivement, elle comprend le glissement de terrain qui fait qu'on puisse juger différemment et non pour ses actes, même si bien sûr, quand on juge, on est obligé de réfléchir à toute la sphère socio-culturelle, socio-culturelle, etc., dont est issue la personne. Mais d'emblée, parce qu'il y a le mot islam derrière, fermer la porte de la prison sans discours appuyé, ça devient un réel danger.
Ça pose la question aussi de la responsabilité des médias à instrumentaliser justement ces moments et à condamner finalement la vie de cet enfant, qui reste un enfant, qui a fait un geste malencontreux à ce moment-là, mais ça pose la question. Un geste d'adolescent, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que, en plus, moi, j'ai une amie qui a vécu la même chose après, donc avec un enfant qui a fait ça par provocation et qui a été exclu, c'était un bon élève, etc. Et bon, elle me demandait si on ne pouvait pas appeler Albert à la rescousse, mais c'est réel tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme en fait, nous, quand on est enseignant, quand on va à l'UFM, on nous dit plus tu diras à cet enfant qu'il est nul, plus il va se comporter comme un nul. Là, plus on dira à un enfant qui est terroriste, je ne dis pas qu'il va se comporter comme un terroriste, mais peut-être qu'il y a quelque chose en lui qui va se mouvoir vers un certain paraître inquiétant ou certaines attitudes effectivement inquiétantes, à minima, quoi. Sera relayé sur les réseaux sociaux, à la télé, cette Bien sûr. stigmatisation, cette instrumentalisation, eh bien, va venir nourrir justement cet inconscient de violence, d'illégitimité, oui, de fracture, de clivage. Et donc, en fait, on est dans un cercle négatif qui s'auto-nourrit comme l'Ouroboros. Ménel, je te donne la parole. Oui, c'est très d'actualité. Moi, quand j'ai vu l'histoire pour Youssef, ça m'a totalement rappelé la jeune fille Mila, avec ses propos qui ont été diffusés sur le réseau, qui ont eu une conséquence sur sa vie terrible. Et également Manel, la jeune fille qui avait participé à The Voice, je crois, de mémoire, où justement des posts qu'elle a fait à l'âge de 13 ans, voilà, sur lesquels elle se prononçait sur des choses dont elle n'avait pas forcément conscience, lui ont exposé à la figure quelques années plus tard, par les médias. Voilà, on est allé fouiller, chercher, et voilà. Et il y a cette notion aussi, en effet, de responsabilité des médias et des réseaux dans ce qui peut se passer pour la vie de ces jeunes qui parfois, en effet, évoquent des choses dont ils ne sont pas… Effectivement, une jeunesse, c'est-à-dire une jeunesse s'exprime, une jeunesse provoque, et une jeunesse a besoin d'être cadrée. Voilà. On ne leur laisse plus rien passer, en fait, du fait des médias. Et oui, c'est pas forcément, je pense, du fait des médias, c'est le fait qu'on est dans une société qui joue au désir de clash, en fait. Moi, j'ai beaucoup lu, je lisais pour mon livre, mais j'ai aussi surtout beaucoup relu Camus, que je cite pas mal, et Albert est un hommage à Camus par son prénom, mais qui dit la démesure est un confort toujours et une carrière souvent. Sans démesure, mais qu'est-ce qu'il y aurait, qu'est-ce qui resterait des réseaux, qu'est-ce qui resterait des stars, qu'est-ce qui resterait de tout ce système qui fait vivre beaucoup de gens, des hommes politiques, qu'est-ce qui resterait de ça? Tout est des mesures et c'est alimenté par tout le monde en fait. Et ça est d'autant plus lorsqu'on est dans la jeunesse, dans cette quête d'identité, dans ce besoin d'affirmer. Un moment de démesure, la jeunesse, c'est un moment de démesure, la jeunesse. Robert Bresson disait la jeunesse est un risque. C'est un moment de démesure jusqu'au risque, oui. Je crois aussi que, comme tu disais tout à l'heure, on a besoin de recadrer. Ah oui, j'ai le soleil qui tape. Là, j'ai dit, il faut que j'aille chercher. Ça cogne trop. C'est génial. J'ai le rhume des fois. En plus, je ne sais pas si vous me voyez. Ouais, on a tous. Je fais que de me moucher. Tu as raison. Et pour le coup, là, peut-être que je vais faire une référence religieuse. Bon, parce que je suis musulmane de confession, de naissance aussi. Mais je me suis réapproprié l'islam. Déjà aussi en comprenant ce qu'était l'islam, dans la mesure où l'islam, c'est d'abord une quête de la vérité, la quête du savoir, la quête de comprendre. Et je crois vraiment que tout humain qu'on est, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, déjà, on doit s'ancrer là où on vit. Et moi, après, très honnêtement, moi, j'ai plutôt des idées humanistes. Et oui, on a notre culture, nos origines, mais voilà, on est des humains avant tout. Et là où on se trompe, où on se creuse des différences et on s'éloigne les uns des autres, c'est quand justement on exploite trop nos différences au lieu de les faire se conjuguer, en fait. Et en tant que femme, je crois que ce soit dans l'islam, que ce soit
dans la vie citoyenne, dans la vie civique, dans la vie quotidienne, au travail. Je crois que nous, les femmes, on a quand même un grand rôle à jouer pour justement se réapproprier nos vérités et arrêter de s'excuser aussi, mais aussi de se dire on, on doit rétablir les mensonges, rétablir des vérités et casser ces mensonges par rapport. On a eu, par exemple, quand on a reçu, comment s'appelle le livre, Leïla? Moi, j'ai pas de mémoire. En plus, le rhume des foins m'embourbe. Le soleil et tout. Ouais, le livre, le book club sur l'islam au féminin. Ah mince. C'est Malika Je t'embourbe aussi. Voilà. qui dit Exactement. féminisme musulman, pourquoi pas? Voilà, exactement. Le féminisme musulman, pourquoi pas? Et c'est exactement ça. Je crois qu'aujourd'hui, on doit aussi se saisir de notre histoire et des vérités et de les rétablir. Arrêter de rester dans des mensonges. Parce que c'est ces mensonges-là, et il a raison, Albert, d'aller chercher les vérités, de défendre même ceux qu'on dirait les indéfendables. Parce qu'il y a des vérités derrière, il faut aller les creuser. Et nous, on doit se réapproprier tout ça. Et jeter ces mensonges qui ne sont pas l'islam, qui ne sont pas ce qu'on est. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, creuser les vérités, ça demande un effort parce que en fait, c'est pour ça que moi j'ai choisi aussi cette histoire d'amour pour parler de tous ces sujets parce qu'en réalité, quand on aime, ça se fait sans effort de chercher à creuser la vérité de l'autre parce qu'on la cherche, même si elle est bien sûr le mirage de l'amour et tout, mais on cherche toujours à savoir ce qu'a l'autre de profond et de précis dans sa tête. Et donc, moi, j'utilise, c'est peut-être pas tant l'islam, mais l'art pour passer, comme on dit, l'art est un mensonge, comme disait Nietzsche, l'art est un mensonge qui permet de dire la vérité, pour essayer d'accéder à une partie de vérité, parce que la vérité avec un grand V, je ne sais pas si quelqu'un la détiendra un jour, mais en tout cas, notre vérité à chacune est importante à acquérir, bien sûr. Et ça se joue dans tous les domaines. Aujourd'hui, je connais une écrivaine qui va publier bientôt un livre sur les mathématiques au féminin, c'est-à-dire cette vérité que les mathématiques appartiennent aux hommes. Elle l'a déconstruit, c'est une grande scientifique aussi. Et mon tableau, voilà, pour elle, les mathématiques au féminin et tout est bien sûr, tout est action personnelle. Ouais, je pense qu'il y a effectivement des vérités, comme il y a des identités, pas une identité. Nesrine et Nejma nous ont rejoints. Je crois que l'heure d'été, il y a Bonjour. Oui, ça fait du bien. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et les dames qui sont présentes. Donc, c'est une première pour moi, je suis contente. Je me suis dit, je ne dois pas louper ce club aujourd'hui, donc je l'attendais. J'ai commencé à lire le livre, donc merci, grâce à toi, Laïla, que j'ai découvert ce livre. Et c'est pertinent. Et la question de la féminité, en fait, je ne sais pas si elle est liée à un certain âge, à une phase de vie, mais voilà, elle est toujours posée dans toutes les étapes de la vie et on ne s'arrête pas, en fait. On essaye toujours de se découvrir et faire autrement. Et se déplacer surtout, parce que on est face à une réalité entre ce qu'on croit, ce qu'on a envie, ce qu'on trouve. Il y a un certain décalage, voilà. Merci Nesrine. Nesrine est animatrice radio sur Radio Salam. Et la semaine dernière, nous avons un peu abordé ton livre, Iman, autour des médias, stigmatisation, etc. Et on a effectivement fait un petit peu de pub sur Radio Salam à ce propos. Merci à Nesrine. Oui, effectivement, interroger la féminité. C'est-à-dire que moi, donc je reviens encore sur ce destin de 3 femmes qui sont... même 4, puisqu'il y a 4 femmes. Il y a la grand-mère, la mère, Farah et sa fille Zita, qui renvoie cette nom d'huile qui coule depuis les champs d'olivier de ses ancêtres jusqu'à elle. Et donc, sa grand-mère, entre sa grand-mère, Marie de Force à 13 ans, qui tue son enfant sans le faire exprès en utilisant des soins traditionnels.
sa mère forcée à venir ici en France pour essayer de chercher un destin meilleur, et elle qui a toutes les libertés, que va-t-elle transmettre de cette féminité à sa fille, de ses destins de femme à sa fille? Qui est la plus heureuse? Qui sera la plus heureuse? Et y a-t-il une possibilité de bonheur pour cette lignée de femmes-là sur 4 générations? C'est tellement important de prendre en considération justement cette filiation matrilinéaire dans des cultures finalement qui sont assez matriarcales. Parce que même si Oui. on a tendance à penser que le poids du patriarcat est très important, il n'empêche que le quotidien est assuré, l'éducation est assurée, la force du féminin est extrêmement présente en fait dans ces cultures. Bien sûr. Bien sûr. Et surtout, si je peux me permettre de rajouter, c'est que ces histoires, en fait, déjà, ils sont imprimés en nous, nous affectent. Et des fois, après, c'est un constat, hein, généralement, on essaye de fuir certains destins qu'on a connus, qu'on a déjà vus à travers les grands-mères et la mère. Et je te félicite pour ça, parce que c'est vraiment la réalité des choses. Sauf que en les évitant, des fois, on se retrouve dedans. Et il y a un tournement, en fait, qu'on peut vivre, et on se cherche. Et entre répéter les mêmes histoires et essayer de les fuir et faire autrement, c'est tout un cheminement qui n'est pas évident, en tout cas. Bien sûr. Nejma, est-ce que vous voulez poser une question? Non, ça va. Bonjour tout le monde. Non, j'étais juste à l'écoute. Tout le monde est un peu dans les choses. Du coup, je me suis dit, j'allais voir. Bonjour. A eu raison de nous. Alors, mesdames, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Sinon, ma chère Iman, je te laisserai le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de notre échange. Alors, j'attends les questions parce que je ne suis pas douée pour le mot de la fin. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est des faits réels ou c'est inspiré, en fait, d'une certaine réalité? Oui, c'est un livre d'autofiction. Donc, il y a des passages de fiction pure, mais il y a beaucoup de passages. L'essentiel est de l'autofiction, c'est inspiré de faits réels, oui. D'accord. C'est quelque chose d'assez récurrent, je crois, chez toi, il me semble. C'est quelque chose que tu aimes travailler. Alors, pas vraiment, en fait, pardon de te contredire. Alors, effectivement, je me sers beaucoup de mon matériau de vie pour écrire, mais au point que ça en devienne une transposition un peu plus, parce que tout est une question de degré, un peu plus resserrée de la réalité, c'est la première fois quand même. C'est la première fois. Chaque écrivain écrit avec son matériel et bien sûr son expérience de vie est le premier des matériaux. Mais là, c'est quand même c'est aller loin dans l'utilisation du matériel. Eh bien, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier toutes d'avoir participé, même s'il y a eu quelques retards et puis quelques absences aussi. J'ai trouvé vraiment, Iman, ton livre magnifique, abordé. C'est un sujet très complexe qui est abordé avec une grande intimité, sans certitude, qui pose plus de questions qu'il n'en donne. Et qui nous rappelle en fait que la réalité est beaucoup plus complexe que la binarité manichéiste qui nous est présentée dans la presse et les réseaux sociaux, surtout en cette période électorale. Donc, merci. Merci à toi. La réalité se trouve peut-être à gauche du livre, vous le saurez à la fin du livre. Simplement. C'est sûr, et je suis certaine même. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain avec, avant de vous quitter, avec Leili Anvar pour aborder son livre Malek Jan Nemati, La vie n'est pas courte, mais le temps est compté, sur la vie de cette femme mystique du début du XXe siècle, née au Kurdistan, qui est très tôt devenue aveugle et qui a découvert une autre forme de voyance, une clairvoyance, une intériorité, et qui a beaucoup œuvré pour la liberté et l'égalité des femmes
dans son pays et aussi à l'échelle du monde. Alors, on va procéder au tirage au sort pour voir qui est la gagnante de ce livre, donc pour le prochain book club du 14 avril. Alors, la main innocente. Je n'ai pas joué. Je vais prendre la main gauche, je ne sais pas si c'est très innocent, mais allons-y. Et Louisa, c'est Louisa qui a gagné. Donc Louisa, Louisa est à Bahreïn, mais je ne sais pas comment je vais faire pour lui envoyer le livre, mais on va certainement trouver un moyen. Merci à toutes, mesdames, d'avoir passé ce samedi après-midi avec nous, et je vous dis au 14 avril. À très bientôt. À très bientôt. Merci au book club. Merci à toutes les filles, y compris les petites. Au revoir.